C'est bon. Bonjour. Bonjour, messieurs. J'arrive. Bonjour. Bonjour. Bien, le 15 janvier 2025, l'ARCOM a lancé un appel aux candidatures pour l'édition de 2 services à vocation locale diffusés sur la télévision numérique terrestre dans les départements de Vendée, du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique. 2 candidatures ont été déposées, celle de la société ATV pour le projet télévision locale du Choletais et celle de la société Vendée Images pour le projet TV Vendée. Par délibération du 12 mars 2025, l'ARCOM a déclaré recevable ces dossiers de candidature et, en application de la loi du 30 septembre 1986, a décidé d'entendre les représentants des candidats en audition publique. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Conformément à la délibération de l'autorité, chaque audition durera 30 minutes avec un exposé introductif de 15 minutes maximum par candidat, suivi d'un temps d'échange avec le collège. Donc nous entendons tout d'abord les représentants de la société ATV que j'accueille. Bienvenue. Et je vous laisse la parole pour cette présentation d'une durée maximum de 15 minutes. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, mesdames et messieurs les conseillers. Oui, on vient régulièrement, non pas dans ce bâtiment-là, mais rencontrer à l'époque le CSA ou l'ARCOM, puisqu'on a une existence de 29 ans au niveau des télés locales. Donc on ne peut pas démarrer cette présentation sans vous parler de l'histoire de la chaîne, qui a une grosse importance pour nous. La chaîne a été créée en 1995, à l'époque pour une diffusion sur le réseau câblé, puisque c'était les seuls moyens de diffusion pour les chaînes locales. Le programme était très simple, puisque à l'époque, c'était un programme hebdomadaire, avec un journal d'information hebdomadaire, et surtout une grosse présence dans la diffusion de directs sportifs, puisqu'on était le diffuseur à l'époque des matchs de basket, Cholet, ville de basket, c'était compréhensible. Et ce qui nous a permis d'exister, d'avoir une notoriété grandissante dès 1995. Le pari était compliqué, puisque, évidemment, la problématique d'une chaîne locale, c'est de pouvoir d'abord équilibrer ses budgets. Et ça s'est fait de 2 façons. La première, la confiance de la collectivité, puisqu'on était diffusé que sur Cholet à l'époque, qui, pour assurer la diffusion près des 10 000 foyers câblés de la ville sur les 19 000 foyers, nous accordait un contrat d'objectifs et de moyens qui n'était pas suffisant pour équilibrer le budget. Et dès 1996, nous avons pris l'initiative de mettre en place une commercialisation sur la chaîne, ce qui était un petit peu innovant sur les chaînes locales à l'époque, puisqu'on a embauché d'abord un premier commercial. Et le pari a fonctionné, puisque 3 mois après, on était déjà à l'équilibre au niveau des recettes publicitaires. Et donc, 2 ans après, on pouvait considérer que le budget global de la chaîne était aussi à équilibre. Cet équilibre a été marqué depuis maintenant 29 ans, régulièrement, à l'équilibre ou positif. Donc ça, c'était déjà une satisfaction pour nous d'avoir pu mener à bien ce projet. Ça, c'est la première date, donc 1995. Il y a eu une deuxième date dans notre existence qui a été le rachat par la holding d'une autre chaîne, une chaîne locale hertzienne analogique, qui était Télé Sud Vendée. Pourquoi ce rachat ? Tout simplement parce que d'abord, on retrouvait, on avait déjà des synergies ensemble, mais on retrouvait un mode de fonctionnement proche, puisqu'elle fonctionnait aussi sur la commercialisation. Et donc, on a fait l'acquisition de cette chaîne-là. La troisième date, ça a été évidemment la plus importante pour nous, puisque c'était l'obtention de la fréquence numérique hertzienne en 2011, avec la création du multiplex en association avec TV Vendée, et une autre chaîne qui existait à l'époque sur le département de la Vendée aussi, qui était Canal 15 sur l'Arche-Orion, chaîne qui n'a pas continué à terme. Et évidemment, pour avoir ce multiplex-là, on a dû arrêter la chaîne Télé Sud Vendée. Il ne devenait pas raisonnable d'avoir 2 chaînes sur un seul département, une qui couvrait le sud du département et l'autre qui était plutôt de dimension départementale.
nous, aujourd'hui, la chaîne, donc, elle est sur un bassin qui est beaucoup plus grand, puisque entre passer du réseau câblé de 10 000 foyers à un secteur comme on a aujourd'hui, qui représente, à l'époque, c'était 1 400 000, maintenant on est à 1 600 000. Même si ce bassin va de Nantes à La Rochelle, je dirais que notre zone d'intervention, qu'elle soit éditoriale ou commerciale, se situe quand même autour du Grand Choletais. Pour être raisonnable. Pourquoi ? Parce qu'au nord de Cholet, on a déjà Nantes qui a sa propre télé, donc il n'était pas question d'aller travailler sur Nantes. Et au sud, on a le projet TV Vendée, avec qui on est associé, puisque aujourd'hui, la société chargée de diffusion auprès de TDF, c'est Ouest TV, et les deux chaînes sont associées dans cette structure-là. Donc on avait des espèces de packs d'actionnaires, je dirais, où, que ce soit sur l'aspect éditorial ou l'aspect commercial, chacun restait sur son territoire. Voilà, donc ça c'est notre modèle qu'on vous a représenté aujourd'hui, enfin, lorsqu'on a déposé le dossier, puisque pour nous le modèle fonctionne et il n'était pas question de le changer fondamentalement, même si évidemment il y a des ajustements à faire. Ce que l'on souhaite aujourd'hui, évidemment, c'est poursuivre l'aventure, même si on peut avoir quelques interrogations. Les interrogations, elles sont très simples. C'est qu'est-ce que devient la TNT à partir de 2030 ? Quelle est la position des chaînes locales à partir de 2030 ? Notre développement doit aller évidemment vers l'OTT, ça, on sent bien. Est-ce que la HBB TV sera ouvert pour les télé locales ? Enfin, tout ça, c'est une interrogation qu'on peut avoir pour l'avenir et qui peuvent vraiment définir le projet. Évidemment, on est une société. Donc, qui dit société dit investissement, ce n'est pas des investissements pour 2 ans, et on doit avoir une vision quand même assez lointaine du développement. Et c'est à ce titre-là qu'on pourra se dire, on peut avoir un projet quand même différent de ce qu'on a aujourd'hui, et qui peut être évolutif par rapport à la technologie qu'on pourra adopter. Voilà. Avec moi, j'ai Jean-Luc Nel. Pourquoi Jean-Luc Nel est là ? D'abord parce que c'est important d'avoir un œil extérieur sur sa propre télé. Je pense que c'est la meilleure façon d'évoluer et de se juger. Et Jean-Luc Nel a une grande expérience de la télé, puisque, comme il vous l'expliquera, il a été acteur de la télévision locale en France depuis plusieurs décennies. Et ça nous est d'un grand apport, en fait, d'avoir cet œil extérieur qui nous permet aussi d'évoluer, de réfléchir à peut-être des axes de développement différents. Juste un peu la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Oui, j'ai effectivement eu l'occasion de créer ou diriger un certain nombre de chaînes locales, et notamment dans des villes moyennes, comme c'est le cas pour Cholet, dans des plus grandes comme Rennes ou Nantes, mais dans des villes moyennes également, même Paris avec demain. Mais là, je m'intéresse pour le coup vraiment à cette dimension de ville moyenne, parce qu'elle définit des challenges qui vont s'ouvrir là, pour nous, à partir de cette année, de façon relativement importante. D'abord, sur la question des contenus, des téléspectateurs et des contenus. Il y a 2 axes très importants. D'abord, consolider la base de l'audience. Alors, dans des villes moyennes, c'est assez surprenant, mais tout le monde connaît la télévision locale, en fait. Ce sont les villes qui ont, toute proportion gardée, les plus fortes audiences, bien qu'elles ne soient pas affichées comme telles. Pour des raisons assez simples, c'est que dans les grands bassins, on a affaire à des instituts de sondage et des panels conséquents, importants, et qui peuvent définir des vraies ressources de mesure. Si on les extrapole sur des territoires comme Cholet, ou que j'ai connu dans le nord de la France ou autre, on a 4 personnes interrogées sur toute la zone. Donc évidemment, ça n'est pas du tout signifiant, et ce ne sont que des algorithmes ou des extrapolations qui permettent de donner une évaluation de mesure. Alors qu'en réalité, sur le terrain, c'est un peu l'inverse. Ce sont des villes où la proximité a une réelle importance, où rien ne se fait sans aucune association, aucune initiative ne se fait sans prévenir la chaîne locale et sans demander sa présence. C'est une relation de proximité tout à fait étroite et importante. Et cette relation-là, c'est la base, c'est vraiment le socle de l'audience de la chaîne. Donc à la fois, il faut le préserver, le consolider, garder cette immédiateté de relation, en allant tout simplement vers les habitants. Hein, c'est aussi simple que ça. Mais
et notamment chez les moins de 35 ans. Il y a un deuxième challenge qui aujourd'hui se présente, c'est qu'il y a d'autres usages. Des usages où on doit être plus attentif à tous les ce qu'on appelle les shorts. Je m'excuse de ce nom auprès de vous, mais on doit être attentif à ça, aux phénomènes viraux, aux programmes extractibles qu'on doit ressortir de nos longs programmes qui ont toujours la faveur des habitants. Mais on doit mener ces deux projets-là en parallèle. Vous allez me dire, comme beaucoup d'autres, on n'en rien là. C'est peut-être un petit peu plus compliqué pour des petites chaînes. Donc c'est un vrai challenge de mener ces deux directions en même temps. Et il y a un autre challenge qui nous attend, c'est celui de l'évolution plus structurelle du projet d'entreprise. Régis parlait de l'OTT et des nouvelles approches de diffusion et de technologie qui nous sont indispensables et qu'on n'a pas encore. Et c'est évident que c'est un vrai challenge parce que, à la taille d'une télévision locale comme peut être celle de Cholet, comme pourrait être, comme j'ai connu à Saint-Quentin dans le Nord ou dans des chaînes comme ça, ce sont des projets qui ne sont pas du tout accessibles, qui ne sont accessibles que dans une dimension collective. Donc ça, c'est une vraie question et c'est un vrai challenge qui nous attend, c'est d'arriver à mener ce qui est pour nous quasiment une activité de recherche et développement dans un cadre collectif, avec les financements adaptés et avec les projets adaptés à nos chaînes, et projets qui nous sont tout à fait indispensables sur la question de la diffusion. Donc ça, c'est encore une fois un projet d'entreprise, un axe du projet d'entreprise qui est important. Et puis, il y a un autre autre axe dans le challenge qui nous attend plus structurel, c'est la question des couloirs de revenus. Comme vous le savez, évidemment, on n'a pas de redevance, on n'a pas de paiement de services, on n'a pas d'autres ressources que nos deux couloirs traditionnels que sont nos partenaires publics et nos partenaires privés. Et que dire sur cette évolution-là aujourd'hui ? Je n'ai pas personne n'a la vraie solution. Mais ce qui est certain, c'est que ce sont pour nous les socles importants de nos existences et que il est probable que ça évolue dans les années qui viennent sans être devin. On se doute qu'on aura affaire à des évolutions dans ce domaine-là, qu'il nous faudra les anticiper, qu'il faudra trouver des nouveaux services, des nouvelles ressources, et que ça aussi, c'est un des gros challenges qui nous attend. Donc on se retrouve avec ces deux grands axes de challenge, les contenus et la structure de l'entreprise. C'est un petit peu ce que je voulais dire de ce que va être ce que j'espère être l'avenir de TLC dans les années qui viennent. Je vais poursuivre un petit peu pour développer justement cet axe-là. J'en ai pour 2 minutes. Ok, parfait. Merci. C'est parfait. Et simplement, on a malgré tout, ce que vient de dire Jean-Luc, toujours la confiance des collectivités, la ville et l'agglomération, qui ont renouvelé l'année dernière leur contrat d'objectifs et de moyens pour 5 ans, voté à l'unanimité au Conseil. C'est quelque chose qui est important pour nous. Et à côté de ça, les recettes publicitaires, ça fait déjà plus de 25 ans qu'on a nos clients fidèles qui renouvellent. S'ils reviennent, c'est que je pense qu'il y a une raison. Ils ne sont pas philanthropes, j'imagine. Et ça nous rassure quand même. À côté de ça, vous avez pu voir dans le dossier que moi, j'ai une autre activité de production audiovisuelle qui est de plus en plus importante et qui apporte un soutien logistique et technique à la chaîne qui fait que sans ça, peut-être que la chaîne aurait quand même quelques difficultés. Voilà. Vous avez terminé votre présentation. Oui, après on est à peu près au terme du délai imparti. Oui, c'est ce que j'avais vu. Vous pourrez éventuellement, je pense, compléter. Non, mais là, le compléter sur les programmes. Mais les programmes sont la continuité de ce qui existait jusqu'à maintenant, qui vous a été détaillé dans le dossier. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rentrer dans chaque programme. C'est pas ça l'intérêt de l'audition. Je pense pas.
Enfin, en tout cas, les questions pourront se poser sur ces points. Donc, je comprends que vous avez terminé votre présentation. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour ces éléments. Et on va passer à la phase de questions posées par les membres du collège qui commencent. J'en prie. Merci, Monsieur le Président. Oui, tout à fait. En effet, j'ai quelques questions. Donc, merci de votre présentation, de votre dossier. Je vais reprendre le second challenge, parce que celui des contenus, en effet, c'est sans doute plus votre métier. Donc, à la fois sur votre plan d'affaires qui prévoit en 5 ans un petit tassement des coms de l'ordre de 50 millions. Donc, là-dessus, j'aurais bien aimé vous entendre. Est-ce que vous avez essayé de contacter notamment la région, parce que vos coms, c'est ville et agglo. Et l'autre chose, vous l'avez mentionné aussi sur les perspectives de croissance et les relais de croissance. Donc, vous mentionnez vos prestations audiovisuelles. Si vous avez d'autres éléments à nous donner, c'est toujours bien parce que là, pour le coup, vous prévoyez une belle croissance. La publicité locale classique. Ce qui m'intéresse, c'est l'extra local qui intervient ensuite en 2028 comme un nouveau poste de ressources. Et est-ce que ça a un lien avec la plateforme OTT unique que vous mentionnez aussi dans votre dossier? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que vous considérez comme étant une publicité extra-locale? Et une autre sous-question à ce sujet, c'est est-ce que vous envisagez d'être un peu en partenariat, en réseau avec les autres chaînes de la zone de diffusion qui est en effet très large, c'est un bassin de population large, qu'en est-il d'éventuels partenariats avec Télé Nantes ou avec Vendée TV qui sont aussi concernés par cette même zone? Voilà, ça fait beaucoup peut-être, je condense un peu, mais oui, vous avez bien fait. Voilà, merci beaucoup. Concernant les coms, en fait, oui, il y a une baisse dans le prévisionnel, tout simplement parce qu'au 15 décembre, on avait déjà un contrat d'objectifs et de moyens avec la région des Pays de la Loire. Et la région des Pays de la Loire a cessé toute aide aux télés locales au 15 décembre 2024. Donc aujourd'hui, c'est en discussion, peut-être qu'un jour ça reviendra, mais on ne va pas le mettre dans le prévisionnel dans les conditions actuelles. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une baisse sur le com, mais qui est exclusivement due à la région. En sachant que là-dessus, on a une marge de progression, puisqu'on a une autre collectivité, une autre agglomération qui est très proche de nous, qui est à 10 km de nous, sur lequel on va sûrement trouver des accords, mais je n'ai pas voulu le mettre dans le prévisionnel, dans la mesure où il n'y a rien de fait. Et que, voilà. Concernant l'élargissement de mon activité, puisque ça contribue quand même en partie au financement de la chaîne, aujourd'hui, j'ai une activité parallèle avec une autre société, mais dont une partie dépend quand même de la chaîne. Aujourd'hui, par exemple, on est le producteur exécutif de toutes les courses de vélo en France pour la Ligue nationale professionnelle. La semaine prochaine, c'est nous qui faisons le tour du Jura, qui faisons le tour du Doubs, qui faisons le Grand Prix de Besançon. On vient de faire la Marseillaise, la Tourangelle. Enfin, on fait le tour de l'Ain, le tour de... Donc voilà, en fait, il y a une vraie évolution. Aujourd'hui, on a des outils, on a un cas régie, on a une structure. Et aujourd'hui, quand la chaîne fait un match de basket de Coupe d'Europe, évidemment que ce n'est pas avec ses propres moyens. C'est par l'intermédiaire de cette structure-là. Donc, on a mis quelques amortissements à la chaîne, mais qui sont très faibles. Et après, c'est des frais de location à des tarifs privilégiés parce qu'on est sur place, évidemment, on n'a pas de transport. Donc, voilà. Donc, l'évolution de chiffre d'affaires est due principalement, oui, à des ressources externes, du travail externe, en producteur exécutif principalement, pour des chaînes. Aujourd'hui, quand on produit les courses de vélo, c'est pour France 3, principalement, les régions de France 3 et Eurosport. Voilà. C'est l'activité. Excusez-moi si je peux rebondir sur ce point, parce que la société de production exécutive, elle est distincte. Elle est séparée, mais du coup, comment cela peut apparaître comme produit pour la chaîne? Il y a une partie du matériel qui est dans la chaîne, qui est dans la structure, et donc elle fait ses ressources, cette partie. Mais on a un autre chiffre d'affaires bien plus important avec la production. C'est la facturation du matériel au profit de prestations extérieures qui permet d'avoir un revenu. Précédemment par la chaîne, un plateau cam, des choses comme ça. Aujourd'hui, sont restées propriétés de la chaîne. Et la chaîne fait des ressources avec ça. On n'a pas fait de transfert d'actifs en fait sur l'autre structure. C'est resté dans la chaîne et comme ça fait du revenu sur la chaîne. Mais par contre, toute la partie producteur exécutif n'est pas réalisée par la chaîne. Bien sûr. Nous, on a une holding qui possède plusieurs sociétés et c'est moi qui suis producteur exécutif dans une autre société et par intermédiaire de la holding. Donc, c'est pas du tout la chaîne qui a un rôle de producteur exécutif. Même si on a des relations très étroites avec France 3 en région, puisqu'on produit des programmes communs, surtout dans le sport. Je pense à du triathlon, du basket. Sur des compétitions qui n'ont pas les moyens eux-mêmes sportifs de
Si, de capter eux-mêmes. Non, c'est qu'aujourd'hui, il y a des compétitions ou des sports qui n'ont aucune visibilité sur certaines chaînes et qui sont très contents d'avoir des produits régionaux, des diffuseurs régionaux. Donc ça c'est important. Le cours cycliste aujourd'hui en France, c'est principalement en France 3 régions. Hein. C'est rarement en national. Hein. Donc voilà, quoi. Après, je m'excuse sur les autres questions. Les questions des relations avec Nantes. Ah oui, alors les relations avec Nantes ou Télévendée. Alors Télévendée, c'est naturel pour nous, puisque comme je vous le disais, on se côtoie déjà juridiquement par cette structure Ouest TV qui est chargée de la diffusion. Donc on a déjà des relations, mais on a des relations encore plus proches, puisqu'il nous arrive quelquefois de produire des images en Vendée qui sont diffusées sur Télévendée, mais aussi chez nous. Les relations avec Télé Nantes, elles sont naturelles aussi. C'est-à-dire que c'est les gens avec qui, demain, à terme, il y aura forcément des accords de rapprochement, qu'ils soient juridiques ou autres, je ne sais pas encore, si vous voulez. Mais à un moment donné, on sera plus fort à plusieurs. Et ça, on en est tout à fait conscient. Nantes, aujourd'hui, possède aussi Angers. Angers qui est sur le même département que nous. Donc, c'est une suite logique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la frontière, elle ne s'arrête pas à une commune. Je pense qu'on va avoir des échanges de programmes. Et on a parlé, c'est pas vieux, puisque ça fait 4 jours, avec Jérôme Poulain de Nantes, où on aurait possibilité peut-être de récupérer les sujets de Cholet qui pourraient être diffusés sur Angers et vice-versa, parce que quand on est entre les deux, ou quand on est Choletais, on est Angevin, et quand on est Angevin, on est Choletais, si vous voulez. On est concerné quand même par les mêmes thèmes et les mêmes sujets quand même. Donc ça avance. Après, d'aller plus loin sur une identité commune, ce qu'on a pu connaître précédemment dans les chaînes locales, où ça n'a pas toujours été un succès, il faut quand même être méfiant. Je pense à ce qu'on a connu avec VIA, avec d'autres choses. L'histoire nous dit qu'on ne reproduit pas forcément autre part ce qu'on a réussi chez soi. Donc il faut faire très attention à ça. Il n'y a pas un modèle. Moi, je trouve que ça fait quand même 25 ans que les chaînes locales cherchent leur modèle économique. Et je ne suis pas sûr qu'elles l'aient encore trouvé. Même si c'est une tendance entre le public et le privé. Oui, je pense que le premier rapprochement, il sera commercial, pour être très concret. Et là, je pense qu'une structure commerciale commune se doit d'exister à terme et très rapidement. Et c'est vrai que, si je me permets de compléter, c'est vrai qu'il y a des particularismes comme ça à Cholet, par exemple. C'est que la question de la publicité extra-locale que vous posiez, c'est une question qui effectivement devra se construire avec des harmonisations de diffusion, des infos, des programmes, etc. Et puis des harmonisations de tarifs, et puis des façons d'accueillir ces publicités extra-locales. Mais la difficulté, en fait, c'est de tout mener de front. C'est-à-dire que si Cholet est une étonnante, même, je dirais, réussite entrepreneuriale avec des bilans qui ont toujours été positifs et une activité commerciale qui a toujours réussi à rendre la chaîne indépendante et qui fonctionne, c'est grâce aussi à son audience. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a dans des villes comme ça des raisonnements très simples. L'annonceur, il vous est fidèle s'il a des clients. Si les clients parlent de la télé, de la pub qu'ils ont vue à la télé, ils continuent à annoncer. Donc en fait, la question de l'audience, telle qu'on l'imagine dans l'extra-local ou la publicité nationale, se vit totalement différemment en local. Et il nous faut vraiment préserver ça pour bien travailler ensemble sur l'arrivée de l'extra-local. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est indispensable. C'est pour ça que je parlais de mener les deux de front. Oui, Bénédicte et Denis, pardon. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu, vous en avez parlé très rapidement, votre stratégie sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux pour un public plus jeune concerné dans ce territoire? Alors c'est vrai, on peut s'en inquiéter quand on vient de voir le rapport qu'a sorti l'Arcom sur qui utilise quoi. Aujourd'hui, on est malgré tout présent sur les réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la page Facebook que l'on a, c'est 16 000 personnes sur une ville de 50 000 habitants. Vous voyez, c'est pour nous, on ne l'ignore pas. Il nous arrive quelquefois de faire des productions en direct exclusivement pour les réseaux sociaux, par rapport à la cible, en fait. Maintenant, les réseaux sociaux, on est quand même handicapé lorsqu'on veut faire du direct. Par exemple, quand on fait un direct sur Twitch, par exemple, on est très souvent blacklisté.
Donc, ils vous effacent de la liste et ils arrêtent le direct. De la même façon, YouTube peut le faire aussi. Quand, par exemple, on met un match de basket sur YouTube, automatiquement, on est blacklisté parce que c'est un programme international qu'on fait pour la FIBA en même temps. Et comme ils le voient sur la plateforme YouTube internationale, ils considèrent que c'est une reprise qu'on fait illégale. Vous voyez, enfin, donc, il y a quand même encore quelques difficultés avec ça. Après, nous, le développement qu'on va avoir sur l'OTT, comme le disait Jean-Luc, ça ne peut pas se faire par nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a un projet qui est en cours avec les télévisions locales, l'ensemble des télévisions de France, qui va aboutir, puisque maintenant c'est en bon chemin, et on fera partie de l'aventure, forcément. Nous, on ne peut pas ignorer l'OTT. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on voit bien la consultation des programmes, comment elles se font. Les moins de 35 ans, c'est le smartphone. Enfin, je veux dire, donc il faut qu'on soit sur ces réseaux-là. Après, aujourd'hui, si demain on misait tout sur l'OTT, on aura quand même des problèmes sur nos ressources financières, que ce soit avec les collectivités ou avec les clients lambda commercial. Parce qu'aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'ils se voient vraiment sur la TNT. Pour eux, même si la TNT n'est plus aujourd'hui créer de l'audience majoritaire, à un moment donné, ça rassure en fait toute cette population d'élus et de clients, contrairement à l'OTT. L'OTT va s'installer, nous on sera présent dans le même sens que les autres télés locales, on participera, s'il y a du développement, on paiera pour que le développement se fasse, mais on est tributaire quand même de l'avancement des autres. Hein, là. Merci. Merci. Denis Rapone. Oui, j'aurais aimé que vous nous donniez quelques précisions sur l'information locale et notamment sur cette heure quotidienne d'information locale ou régionale d'ailleurs inédite. Dans le cadre de l'actuel appel à candidature, c'est effectivement ce qui est demandé. Il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans cette forme de mise en œuvre tout au long de l'année, puisque je crois qu'il y a une dérogation qui a été effectivement accordée donc, à la chaîne pour pouvoir, pendant 8 semaines par an, ne pas assurer cette diffusion quotidienne. Qu'en est-il par rapport à votre actuelle demande, effectivement, et candidature? Alors aujourd'hui, même si on a 8 semaines, aujourd'hui, on n'utilise pas les 8 semaines. Aujourd'hui, il y a une rupture du programme frais sur 4 semaines. Mais quand je dis une rupture du programme frais, ce n'est même pas une rupture du programme frais, puisqu'on fabrique en amont des programmes destinés à cette période-là. Donc malgré tout, on a quand même des programmes qui sont plus des programmes magazines que d'information, évidemment, mais ça reste du programme frais. Aujourd'hui, nous, notre intérêt, c'est de repartir dans les conditions identiques à ce que l'on avait au niveau de la convention précédente. Même si, comme je vous le dis, on n'a pas 8 semaines d'arrêt sur la chaîne aujourd'hui. Pour nous, d'abord, ce n'est pas notre intérêt, parce qu'être absent 8 semaines, c'est être absent 8 semaines aussi pour les annonceurs, et c'est compliqué à gérer. Alors, on a une période d'arrêt de 3 semaines l'été, au mois d'août, et ensuite, on a une semaine dans la période Noël, 1er de l'an, où là, on est plus dans une version rediffusion, rétrospective de l'année. Voilà. Est-ce que votre intention est d'inscrire ou de souhaiter voir inscrire dans la convention à venir cette forme, j'allais dire, pendant 3 semaines ou 4 semaines je veux dire, à partir du moment où dérogation à cette obligation quotidienne? On est dans ce modèle-là, donc nous, rien ne nous oppose à le mettre formellement dans la convention. Ouais. 4 semaines. Merci. Oui, Romain, l'Alex. Bonjour messieurs. J'avais une question au sujet des captations que vous indiquez diffuser. Quel est le modèle? Est-ce que vous produisez ces captations et vous les diffusez, ou est-ce que c'est la société sœur ou cousine qui en assure la production? Je vous donne un exemple. Là, on vient de faire un match de Coupe d'Europe de basket. Donc on le produit pour la FIBA, parce que ça c'est une obligation, mais on le produit aussi pour la chaîne. On a les droits en France, c'est-à-dire que personne d'autre le diffuse en France. C'est la chaîne qui produit. Alors on prend des intermittents parce que l'équipe est trop faible pour subvenir à ce genre de production. Mais alors, les journalistes sont pris en charge par le club, par exemple, mais toute la partie réalisation, la partie captation, cadreur, c'est la chaîne. Après, l'outil, le cas régie, est mis à disposition
un tarif préférentiel par la société de production, parce que la chaîne n'a pas son propre quart. Hein. Mais on produit. Alors, je me suis mal exprimé. Je parlais des captations de spectacles vivants spectacles que vous vivants, faites également avec un financement CNC. Je pensais que c'était, ouais. Alors, le spectacle vivant, ça se fait de façon tripartie, en fait, très souvent. Hein. CNC, producteur, télévision en tant que diffuseur. Quelquefois, enfin, même pour dire presque toujours, on fait des apports en industrie. Quand on ne fait pas des apports en industrie, on fait des apports en numéraire pour financer des apports en industrie. Et ça se fait comme ça, en fait. Hein. Alors après, on n'en fait pas non plus des quantités industrielles. Hein. Je veux dire, on ne peut pas. Quand, il y a des années, on a réussi à faire 10 concerts quand ils sont ciblés et qu'ils ont un intérêt local. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des choses qui sont dans notre région. Mais on les fait aussi quelquefois à destination de Télé Vendée. Il nous arrive de leur proposer le programme si on fait une captation en Vendée et qu'on l'a coproduit. Donc ça se fait, on fait surtout des apports, si vous voulez, en industrie sur ce genre de projet, un petit peu d'apport en numéraire, voilà, tout simplement. C'est avec un producteur qui n'est pas forcément la société. Ah oui, c'est pas. Non. D'ailleurs, c'est pas nous qui sommes producteurs de ces œuvres. C'est des producteurs qui souvent ont un compte automatique au CNC. Hein. Enfin, nous, on n'a pas ça. Hein. Donc, on va pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuelles? S'il n'y en a pas, si vous n'avez pas de points à ajouter, il me reste à vous remercier pour cette présentation et ces réponses à nos questions. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci. Oui. Au revoir. Au revoir.